Bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, je suis anthropologue et je vous fais part ici d'une enquête que j'ai menée auprès des naturalistes amateurs en Angleterre. Et je vais essayer de vous retracer un peu la genèse de cette enquête et les lignes de force qui ont dirigé ce travail et qui ont donné lieu à la publication d'un ouvrage qui s'appelle Les Veilleurs du vivant. Donc, quand on mène une enquête ethnographique et qu'on est anthropologue, on tourne autour d'un certain nombre d'intrigues. Et c'est celle-ci autour desquelles je vais tourner. La première intrigue qui m'a intéressée avec les naturalistes, avec l'activité naturaliste, c'est que derrière cette figure familière de nos campagnes, quelque chose résistait à ma compréhension. Qu'est-ce qui tient ces gens arrimés durant toute leur existence à certaines catégories de vivants? Qu'est-ce qu'ils regardent que je ne vois pas? Qu'est-ce qui les fait tenir comme sidérés devant une plante d'apparence la plus banale? À quoi tient leur émerveillement jamais démenti? Donc cet émerveillement toujours reconduit n'est finalement pas une chose simple à comprendre. L'éprouver n'y suffit pas. Il y avait comme une paroi de verre entre eux et moi, et j'ai tenté de rentrer dans leur bocal pour comprendre ce qui se dérobe finalement quand on y porte une attention soutenue. De ce premier décalage entre ma perception de la nature et la leur est né un second décalage quand, prenant des notes sur mon carnet de terrain, j'observais finalement des gens prenant eux-mêmes des notes sur un carnet de terrain, observant des plantes et des animaux. Donc il y avait une sorte de jeu de miroir entre eux et moi. Et je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose d'assez proche. On cherchait, moi et eux, à comprendre une forme d'existence différente, une forme d'altérité, et qu'on n'avait pas les mêmes méthodes, mais qu'on avait quand même une approche empirique, c'est-à-dire une approche de terrain qui rentrait en écho. Et donc tout d'un coup, ça m'a conduite à considérer ces savoirs, non pas comme un passe-temps peu sérieux ou comme quelque chose qu'on fait dans les à-côté de sa vie pour essayer de qualifier ce qu'on pourrait appeler les pratiques amateurs. Je les ai pris au sérieux comme des chercheurs au travail, mais des chercheurs de terrain. Et donc c'est une épistémologie de ces pratiques naturalistes que j'ai essayé de faire surgir. Un autre point à souligner dans la genèse de cette enquête, c'est le fait d'avoir choisi de partir de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, dans une région qui s'appelle le Somerset, qui se situe dans le sud-ouest de l'Angleterre, parce que j'avais été particulièrement frappée lors de petits voyages préalables du succès social dont jouit l'histoire naturelle dans cette contrée, à tel point qu'on peut parler vraiment d'une science populaire qui traverse l'intégralité de la société, depuis le monde ouvrier de la banlieue de Manchester jusqu'aux classes sociales supérieures dans leur maison de campagne. Plus d'1 million d'adhérents à la Royal Society for Protection of Birds, contre 55 000 adhérents en France à la LPO. Tous ne sont pas naturalistes parmi ces adhérents, mais c'est pour donner un peu une idée de l'importance sociale et du prestige aussi dont jouit l'histoire naturelle outre-Manche. L'ouvrage de Gilbert White, qui est un pasteur du 19e siècle, qui a fait une monographie des plantes et des animaux qui vivaient dans sa paroisse. Il disait qu'il voulait prendre soin de ses paroissiens et que les animaux et les plantes en faisaient partie. Et cet ouvrage-là s'est vendu, il y a eu 25 éditions, et s'est vendu presque autant que la Bible ou que les ouvrages de Shakespeare. Donc, comme en France, l'histoire naturelle était le paradigme dominant des sciences de la nature depuis les débuts de la modernité, donc à peu près à partir du 17e, 18e siècle,
Mais cette tradition qui a été marginalisée à la toute fin du 19e, quand la biologie et l'écologie sont devenues les sciences légitimes et qui s'institutionnalisent dans les laboratoires de recherche et dans les centres d'enseignement, l'histoire naturelle passe dans les à côté amateurs. Mais en Angleterre, elle n'a pas souffert du même discrédit qu'en France et qu'il y a beaucoup plus de porosité en fait, entre le monde de l'écologie des laboratoires et le monde des naturalistes de terrain. Et j'ai essayé de pister un peu les raisons de cette différence. Il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes les raconter ici. Mais il faut garder en tête que c'est un pays 4 fois plus densément peuplé que la France, qui a connu une révolution industrielle plus précoce, avec finalement une campagne très artificialisée et aussi une révolution industrielle plus précoce qui a fait que, en même temps que cette campagne s'abîmait, les gens fuyaient en même temps les centres-villes et arpentaient ces campagnes pour y vivre et aussi pour y passer du temps. Et ça crée un paradoxe, c'est-à-dire une industrialisation très soutenue et en même temps une protection de la nature elle-même très précoce comme une réponse sociale à un mouvement historique important. Donc des citadins qui se sont tournés massivement vers la campagne et qui se relient au territoire moins par la revendication d'un héritage paysan, moins par des usages sociaux comme ceux de la chasse. Il n'y a pas de chasse populaire en Angleterre, mais par la connaissance. Et donc on a en Angleterre un imbroglio incroyable d'institutions et de groupes d'associations qui se relient au territoire par la connaissance, que ce soit par la géologie, l'histoire sociale et l'histoire naturelle. Donc quand on peut être un campagnard légitime et non pas un rural. Il n'y a pas de mouvements néo-ruraux en Angleterre, il n'y a que des campagnards qui sont pour beaucoup citadins ou ex-citadins faisant des allers-retours entre ville et campagne. Donc ça donne une configuration sociologique et une porosité entre ville et campagne beaucoup plus forte, et ce qui explique le succès aussi de l'histoire naturelle. Et se sentir d'un lieu, c'est pouvoir le connaître. J'ai connu une botaniste amateur qui s'appelait Lise. Quand elle est arrivée dans le village où elle s'est installée, elle a pris une carte de la paroisse, elle l'a divisée en unités d'observation et elle a inventorié pendant 10 ans l'ensemble des plantes vasculaires qui y habitent. Et elle dit, connaître mes plantes, c'est me sentir de là, c'est vivre dans cet endroit, y appartenir. C'est pas simplement croiser des visages amis le long du chemin du village, c'est aussi connaître où sont mes plantes, celles qui disparaissent, se déplacent ou surgissent. L'autre point, c'est la valorisation des sciences empiriques. Tous les enfants anglais apprennent à reconnaître dans leur milieu la diversité des existants. Ils ont un vocabulaire beaucoup plus étendu que les petits-enfants français. Il y a même des petits ouvrages qui s'appellent I Spy Book qui permettent de reconnaître, d'être attentifs aux détails du monde pour pouvoir distinguer dans un paysage, dans un environnement, les singularités des choses et des êtres qui les entourent. Donc cet attachement aux sciences empiriques, c'est aussi un attachement à une connaissance qui passe par l'expérience. Et l'histoire naturelle est considérée comme un régime de savoir, au sens fort du terme, qui a sa propre épistémologie, une science qui s'intéresse plus aux événements, aux situations et des savoirs situés, liés à des milieux particuliers, plutôt qu'aux nouveautés théoriques, une science de terrain qui a son propre régime de scientificité et qui repose donc sur la confiance dans les individus et la variété des cas observés, plutôt que dans la reproduction d'expériences menées par des individus impartiaux, tels que dans le XXe siècle, on a conçu l'objectivité scientifique.
Donc on a une objectivation du monde très particulière qui peut tenir ensemble des savoirs cumulatifs, une distance avec l'objet observé, mais en même temps des affects et pour tout dire, une science engagée avec des chercheurs dedans. Un peu comme l'a convoqué Latour pour parler d'un régime de scientificité qui remettrait en cause l'écart et l'imperméabilité entre le sujet observant et la chose observée. Et qui explique aussi que les pratiques amateurs aient été particulièrement dévalorisées en France, dans la mesure où on considérait que c'était un sentimentalisme qui les a tenus en fait dans des marges scientifiques. Donc tout ceci a concouru en fait à établir des passerelles aussi beaucoup plus fortes que ce qu'on observe en France entre ces naturalistes de terrain et les écologues dans leur laboratoire. Dès les années 1920, on a les premiers grands programmes participatifs en Angleterre, et le plus grand, c'est celui qui, en 1920, s'appelle le Bird Census. C'est le premier grand recensement des hérons. Et c'est une enquête écologique qui avait besoin d'étudier la distribution populationnelle du héron et qui s'est appuyée pour ce faire sur des collectifs naturalistes très importants pour pouvoir quantifier cet état national du héron. On a aussi des collections d'ouvrages comme The New Naturalist, qui a été créé en 1945 et qui est destiné à combler en fait le fossé entre l'histoire naturelle et les revues professionnelles. On a beaucoup de scientifiques qui sont également naturalistes de terrain et qui le revendiquent et qui sont publiés dans des ouvrages à grand succès où ils font part de leurs recherches sur tel ou tel taxon, etc. Et cette collaboration, beaucoup plus ancienne, vous savez que les sciences participatives naissent au Muséum d'histoire naturelle à Paris à partir des années 1990. Donc c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tardivement et qui est quelque peu parfois conflictuel dans la mesure où les naturalistes considèrent parfois être instrumentalisés par les laboratoires de recherche pour produire de la donnée. On a un peu le même phénomène en Angleterre, mais il y a cette médiation qui est tout à fait différente, qui est celle du trust. Le trust, c'est une construction juridique très particulière à l'Angleterre. Ce n'est pas une association, c'est plutôt l'équivalent d'une fondation. Et c'est intéressant parce que c'est né c'est une partie du droit tout à fait originale qui est un soutien très fort à la conservation de la nature, dans la mesure où, par exemple, quand vous êtes héritier d'un terrain, vous pouvez le confier en confiance à un trustee qui va lui-même le gérer et respecter la parole donnée, le contrat moral, le trust, la confiance, au bénéfice des citoyens anglais, mais aussi au bénéfice des plantes et des animaux eux-mêmes. Donc c'est une sorte de gouvernance citoyenne par le bas, qui est moins dans la défense d'un intérêt particulier que comme la défense d'un patrimoine national dont ils se sentent responsables, à la fois bénéficiaires et responsables. Donc cette structure explique l'importance aussi de ces programmes participatifs parce que c'est une médiation entre les laboratoires d'écologie et les naturalistes de terrain qui sont adhérents de ces trusts, mais dans ces trusts, il y a aussi des écologues, etc. Donc c'est pas du tout la même configuration. Donc d'où l'idée aussi en Angleterre très puissante que la connaissance de la nature est aussi une contribution citoyenne. Et quand on fait des inventaires, on contribue à la connaissance comme des citoyens éclairés, capables de produire également ses propres interprétations locales et situées de ce qui est en train de se passer dans les fluctuations qu'on observe depuis, et qui sont archivées depuis 150 ans dans les sociétés locales.
Donc ces écarts avec la réalité française m'ont amené à décaler le regard et à décrire et analyser leurs pratiques comme un régime de savoir qui me permettait aussi de réfléchir à l'importance de ces savoirs dans l'histoire de la modernité, parce qu'ils permettent dans une certaine mesure d'écrire une contre-histoire de la modernité. Ils sont les enfants des débuts de la modernité, parce que leur pratique passe par une forme d'extériorité de la nature, mais leur pratique les situe dans une sorte d'interstice, de forme de résistance à ce qui a été dit de la crise de la sensibilité des modernes. Donc, on a vu tout à l'heure toute cette histoire de nature et culture et tous les problèmes que ça a créés dans la mesure où ça permettait de voir dans la nature une sorte d'espace à part dans lequel on pouvait aussi puiser de manière extérieure et en position de surplomb toutes les ressources dont on avait besoin. Et cette crise de la sensibilité qui revient à ne pas considérer les existences autres, les naturalistes amateurs, finalement, la mettent en critique. Et c'est intéressant de voir que cette tradition très tenace dans nos pays européens, et maintenant plus généralement dans le monde, crée des possibilités de relations qui sont très importantes, tout en étant des enfants de la modernité. Donc j'ai vu à l'œuvre des savoirs qui détonnent beaucoup avec ce que j'avais lu de la modernité, des relations tout à fait inattendues avec les vivants. D'abord, ce sont les seuls, à ma connaissance, en Europe, à considérer les vivants pour eux-mêmes, sans désir de transformation, sans désir d'appropriation, sans désir de faire sien, ni même d'interaction. Donc c'est une relation de compagnonnage tout à fait singulière qui exige l'autonomie des êtres avec lesquels on se relie. Il y a aussi l'idée de porter une attention très soutenue par une attention au détail qui fait exister ces êtres dans leur grande singularité et avec lesquels on s'apparie depuis l'enfance. Donc c'est une relation continue qui dure depuis souvent l'âge de 10 ans jusqu'à la mort. Donc ça aussi, c'est suffisamment exceptionnel pour le souligner. Il y a aussi un mode d'attention très immersif qui consiste à rentrer dans le bocal de ces êtres, comme un anthropologue fait dans les sociétés où il arrive. C'est-à-dire c'est des formes d'imprégnation pour connaître. Donc c'est un engagement à la fois sensible et une rationalité scientifique qui sont à l'œuvre ensemble et qui résistent à toutes les formes de fonctionnalisme un petit peu réducteur. Donc des vivants qui existent pleinement et dont ces savoirs contribuent à la connaissance, mais aussi à la reconnaissance. Non pas au nom d'intériorité partagée, comme peuvent le faire les militants animalistes, mais au nom de leur altérité et de leur droit à exister autrement. Donc ce sont des gens qui admirent et étudient les animaux et les végétaux pour ce qu'ils sont. Ils s'alignent avec ces êtres sauvages, mais c'est une conception du sauvage qui n'a rien à voir avec le wilderness américain dont on a parlé tout à l'heure. C'est une intrication en considérant que le sauvage habite sous le même toit, dans des espaces en partage. On ouvre son grenier pour accueillir des chauves-souris. On considère finalement qu'on vit dans des mondes parallèles, étranges, différents, mais sous le même toit, à proximité, on partage un même espace, un même territoire. On est les habitants d'un même territoire. Et on va essayer de s'approcher au plus près d'une altérité fascinante quand on sait y prêter attention à la manière des naturalistes. On a souvent accusé les naturalistes d'être des accumulateurs compulsifs d'informations et de données, comme des trophées visuels, comme quand on parle des cocheurs avec leurs oiseaux.
Mais il faut comprendre que cette accumulation est une manière de construire une communauté épistémique. Vanessa, vous avez encore 3 minutes. Ok, bon, donc je vais accélérer. Une communauté épistémique qui relie entre eux des gens de manière paritaire pour contribuer à la connaissance. Donc, cette contribution paritaire m'a amené à évoquer l'idée qu'il y aurait une politique de l'attention, qui n'est pas une forme de militance au sens de je parle au nom des animaux, je parle au nom des plantes. C'est un accompagnement, c'est un travail quotidien avec les animaux et les plantes pour faire connaître les fluctuations dans des milieux, l'état de santé des milieux, les déplacements, les résurgences, les disparitions temporaires, etc. Et ça exige en fait des diffusions, des circulations d'informations extrêmement denses sur les territoires pour que la 6e extinction, dont on a connaissance aujourd'hui, puisse être rendue visible. Sans eux, il n'y aurait pas de 6e extinction. Donc ce rôle politique de la veille, c'est pour ça que je les ai appelés des veilleurs du vivant, veiller, prendre soin, considérer, pour moi, est un engagement politique de tous les instants chez les naturalistes, pour le moins anglais. Et ils réussissent finalement à mon avis, à mettre en place ce que Isabelle Stengers, dans son ouvrage « Une autre science est possible », ils ouvrent à cette possibilité d'une intelligence publique des sciences, non pas pour s'indigner ou dénoncer, mais pour créer une sorte de culture de spécialistes et de connaissances averties qui peuvent être capables d'évaluer le genre d'informations qu'on leur donne sur l'état de la biodiversité, d'en discuter la pertinence, voire de proposer des interprétations sur des disparitions ou des déclins qui sont tout à fait liés à la singularité des milieux, qui ne sont pas transposables d'un milieu à l'autre. Donc ce sont des savoirs situés exceptionnels dont on a besoin aujourd'hui pour anticiper les transformations des milieux. Donc je vois des savoirs qui seraient même capables de sensibiliser certains scientifiques qui sont trop souvent habitués à formuler des questions de recherche à l'abri des questions d'intérêt général et en ignorant les dimensions sociales qui sont impliquées par leur objet de recherche. Donc ce sont des savoirs qui sont actuellement tenus dans une forme de marge, qui sont jugés utiles tant qu'ils ne demeurent cantonnés en fait, à la lisière des intérêts économiques plus puissants comme ceux de l'agriculture intensive. Donc je me prête à rêver de communautés naturalistes beaucoup plus étendues, beaucoup plus engagées et actives dans les territoires, qui travailleraient de concert avec le Muséum d'histoire naturelle pour forger une science concernée, des formes de gouvernance des territoires qui n'échouent pas à considérer avec le plus grand sérieux la question de la cohabitation de toutes les formes de vie et de tous les existants, humains et non humains compris. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Vanessa. Merci pour ce double éclairage sur le monde naturaliste amateur anglais et français. Et du coup, moi, j'ai une question, parce que si je vous ai bien entendu, je connais un peu ce pays, la dynamique des naturalistes amateurs en Angleterre est inversement proportionnelle finalement à sa naturalité, ce qui est quand même assez différent en France. Et ma question, c'est quel est votre regard un peu sur les motivations, en fait, les différences de motivation? On a compris, vous nous l'avez indiqué pour l'Angleterre. Je dis Angleterre et pas Royaume-Uni parce que la réalité justement de la nature est assez différente ailleurs. Mais en France, où la place de la nature est, je dirais, d'une nature encore sauvage, enfin bon, on peut revenir sur les termes, mais quel est votre regard sur les motivations finalement et la différence de motivation peut-être entre, je sais pas, est-ce qu'il y a des éléments saillants qui pourraient nous éclairer? Je pourrais en citer
quelques-uns. Je pense que cette présence des citadins campagnards dans un territoire très artificialisé, ont créé des possibilités de considérer le sauvage autrement, comme autonome et libre, c'est-à-dire une plante qui pousse au milieu de 2 pavés dans une ville, mais qui s'est échappée d'un jardin et du wild. C'est-à-dire que ce qui est sauvage, ce sont les dynamiques du vivant, dès lors qu'elle développe ses propres stratégies pour survivre et pour se déployer. Donc c'est ça qui fascine. Et donc je pense que la tradition naturaliste a beaucoup influencé, mais c'est peut-être aussi dans l'autre sens, une conception du sauvage tout à fait différente, du fait même que le lien à la campagne n'était pas de nature rurale, au sens français du terme, du fait qu'on avait justement une nature très, très artificialisée. Les motivations, elles sont nombreuses, mais l'influence puritaine joue beaucoup en Angleterre. Il y a cette idée que le bien commun est la responsabilité de chacun. Et qu'à ce titre, quand je parle des trusts et de la gouvernance citoyenne, c'est l'idée qu'on se parfait comme individu en développant une expertise, par exemple, extraordinaire dans un domaine de savoir. Je crois que l'Angleterre compte le plus grand nombre d'associations amateurs dans toutes les sciences possibles et imaginables. C'est tout à fait considérable. Et donc cet engagement citoyen pour des choses communes, considérées comme un bien national, c'est à la fois se réaliser comme individu, cultiver sa part privée d'une excellence, d'une maîtrise dans un domaine, en même temps qu'on participe à quelque chose de plus grand que soi. Donc je crois que cette relation à la nature, qui est patrimoniale, mais qui est en même temps quelque chose que l'on cultive pour soi, donne en fait une possibilité de relation à la nature différente qui concerne à la fois tout le monde et chacun. Et donc ça, c'est quand même une éthique communautaire, disons, et une responsabilité individuelle. Et ça, je crois qu'en France, on est un petit peu encore loin de cette chose-là. Merci en tout cas pour tous ces éclairages. Vu le temps, je vais peut-être pas prendre de questions ou commentaires, mais encore une fois, n'oubliez pas que nous avons une table ronde. Et donc, si vous avez des questions et commentaires qui vont s'adresser peut-être plus à Vanessa, on pourra y revenir tout à l'heure. Et je vais tout de suite appeler Patrick Giraudoux. Patrick, et merci beaucoup Vanessa. Nous revoilà ensemble. Oui, bien sûr. Il me rappelait qu'on se connaissait d'une autre... il y a 20 ans, voilà. Les Campagnols et le Monde. Les Campagnols et quand je travaillais au Monde, effectivement. Patrick, vous êtes professeur émérite d'écologie à l'Université de Franche-Comté. Vous avez surtout étudié les rongeurs et notamment les fameux campagnols, leur dynamique spatiale et en interaction avec les activités humaines et notamment agricoles. Vous avez également travaillé sur leurs pathogènes et c'était d'ailleurs à ce sujet que nous avions échangé sur notamment les pathogènes transmis par les campagnols aux humains et également sur leur contrôle. Voilà, donc je vous laisse tout de suite la parole et on se retrouve dans 15 minutes. Merci.